bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de cette webconférence Cohabiter avec les arbres en ville, webconférence animée par Véronique Mur, laquelle est évidemment ingénieure en agronomie tropicale, enseignante botaniste à l'École nationale supérieure du paysage Versailles, Marseille, mais aussi botaniste libérale au sein de l'entreprise botanique Jardin Paysage. Alors aussi autrice de nombreux ouvrages, citons Discussions sous les arbres, Évasion botanique et bien sûr Racines du littoral. Une présentation d'îlot très 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 rapidement. Vous le savez, on a été créé à l'initiative de l'Ordre des architectes occitaniens en 2012. Notre raison d'être est bien évidemment de répondre à votre obligation de formation en vous proposant des formations de qualité puisqu'elles sont toutes testées en amont, soit par des membres du CROA, soit par des adhérents. Nous proposons aussi des webconférences gratuites, lesquelles donnent lieu à attestation de formation complémentaire, et nous intervenons aussi sur site. Nous appartenons au réseau de la formation continue des architectes, organismes de formation qui ont donc été créés par l'Ordre national, mais aussi en région. Et les membres de notre bureau sont toutes et tous architectes. Concernant nos modes de communication, très rapidement, vous avez pu l'expérimenter, vos caméras, micros sont coupés. En revanche, tout du long de la session de formation complémentaire, vous pouvez poser vos questions à Véronique Mur dans ce fameux onglet QR que vous avez déjà utilisé. Et Véronique y répondra au terme de son intervention. Véronique, moi j'ai terminé. Si vous êtes prête, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, c'est toujours un peu frustrant de ne pas voir ces interlocuteurs, mais je vais essayer de vous imaginer derrière vos écrans. Donc, cette présentation va durer 1 heure, mais bon, il est possible que je déborde. Voilà, quelquefois, je suis un peu bavarde. Et donc, ce qui m'a été demandé de vous présenter, c'est comment nous cohabitons avec les arbres dans la ville. Pour ceux qui m'ont déjà entendu ou qui connaissent mon travail, c'est une question qui m'importe beaucoup parce que aujourd'hui, l'arbre en ville, ben, vous le savez, il focalise l'attention de tous et essentiellement de par les services écosystémiques qu'il est censé nous rendre. Il est considéré comme un levier majeur pour le maintien de la qualité de vie dans les centres urbains aujourd'hui, qui sont qualité de vie qui est menacée par la crise climatique. Et pourtant, et vraiment ça c'est ce sur quoi j'insiste, les arbres sont aussi sous la menace de cette crise climatique. Et je propose qu'avant de leur demander de nous rendre la ville vivable, nous nous demandions comment leur permettre de vivre pleinement leur vie d'arbre dans la ville. Et donc, cette présentation va se dérouler en trois axes essentiellement. D'abord, nous allons voir comment l'arbre, en fait, est le témoin des paysages urbains du passé, mais aussi ces arbres sont aussi l'enjeu des compositions à venir. Nous allons aussi essayer d'appréhender pourquoi et comment cohabiter avec les arbres dans la ville. Et enfin, dans la dernière partie, nous nous poserons la question de savoir quel paysage urbain on est en train de fabriquer pour le siècle à venir et quels sont les ressorts qui vont nous permettre de nous glisser dans des stratégies du paysage à venir. Alors, cette première partie sur l'arbre, témoin des paysages urbains du passé et enjeux des compositions à venir, je voulais la commencer en pointant du doigt qu'en fait, dans nos villes, et, et j'insiste sur le fait que c'est
quelle que soit la ville, c'est aussi bien à Paris, à Montpellier, Nîmes, Toulouse, on va revoir ça. Euh, on a des politiques de plantation d'arbres. Alors, j'ai commencé au XVIIe siècle parce que c'est là que vraiment ça commence à être significatif, mais avec chaque fois des modes qui font qu'on va avoir, on peut, alors c'est pas le seul, mais on peut trouver chaque fois un arbre qui va être le candidat majeur de l'époque. Alors, euh, au XVIIe siècle, on avait les ormes. J'ai glissé, même s'il n'a pas été un candidat majeur, j'ai glissé les Landes au XVIIIe à son arrivée, parce que vous allez voir comment on le retrouve. Le marronnier a été densément planté au 19e et un tout petit peu avant. 19e, 20e, ben, le platane, vous le savez, parce que ce sont essentiellement c'est essentiellement cette essence que l'on retrouve aujourd'hui en arbre dominant dans toutes les villes de France. Et aujourd'hui, le micocoulier fait son apparition, même si dans certaines villes comme la ville de Nîmes, il était déjà apparu depuis longtemps. Mais on verra quelles sont les questions que l'on peut se poser sur le marronnier. Alors, j'ai repris, sans remonter aussi loin que ce que je vous ai montré précédemment, j'ai repris dans les ouvrages d'Alphand et du baron Hernouf de la fin du 19e, quelles étaient les principales essences qui ont été plantées, en tout cas qui étaient préconisées par Alphand à cette époque-là. Et sans surprise, vous retrouvez le platane, le marronnier et l'orme. Avec un peu plus de surprise, vous retrouvez l'élante qui était à cette époque appelé le vernis du Japon ou le faux vernis du Japon. Et vous le retrouvez parmi les quatre principaux candidats des arbres en ville. Et ce que vous pouvez constater, c'est que aujourd'hui, mis à part les lentes, et on verra pour l'orme, c'est quand même cette histoire qui continue à majoritairement se dérouler dans la ville parce que les arbres ont des durées de vie qui sont supérieures au siècle bien souvent. À la même époque, exactement, à Nîmes, on a un relevé des arbres par Gustave Cabanès, qui était le directeur du musée d'histoire naturelle. Et on retrouve euh, le platane, l'orme et le marronnier en essence principale. Et le micocoulier déjà, puisqu'à Nîmes, on peut dire, on y reviendra, que c'est la ville du Micocoulier historiquement. Et pas les Landes, par contre, dans cette ville. J'ai pris que ces deux exemples parce que c'est pas l'objet du diaporama, mais clairement, on pourrait faire cet exercice pour toutes les villes de France et vous verriez la très grande unité en fait de plantation, d'essences plantées à travers toutes les villes. Et donc, je crois qu'il est important de dire que les arbres sont des marqueurs de temps, à la fois biologiques et symboliques de la ville. C'est une citation de- que j'ai repris là, mais que je trouve extrêmement juste. Et le naturaliste parisien Paul Jouvet, dont on reparlera, soulignait en fait cette prééminence du facteur historique ou du facteur histoire dans les écosystèmes urbains, plus que du facteur naturel. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais attirer grandement votre attention à une époque où la question de faire rentrer la nature en ville et de l'indigénat est prédominante. Eh bien, vous remarquerez que la plupart de nos arbres, en fait, nous arrivent de l'histoire de l'arbre en ville.
L'autre élément dans cette introduction que je voudrais souligner et qui me semble extrêmement important, c'est de se redire quels sont les potentiels de hauteur et de durée de vie des arbres, alors non plus dans les villes, mais en milieu naturel. Les landes, par exemple, son potentiel de hauteur, c'est pas, il ne va pas atteindre forcément tout le temps ça, et puis il va pouvoir le dépasser en fonction des conditions, mais c'est 25-30 mètres et c'est un arbre pionnier et donc, sa durée de vie va être relativement courte, c'est-à-dire moins inférieure au siècle. Alors, quand je dis relativement court, inférieur au siècle, c'est relativement court pour un arbre, vous le comprenez bien, parce que c'est, quoi qu'il en soit, supérieur à notre espérance de vie, nous, humains. Et là, ça pose le premier problème, c'est que l'espérance de vie des arbres étant bien supérieure à la nôtre, eh bien, on ne voit jamais que dans la ville, en fait, il n'y arrive pas pour maintes raisons qu'on va redévelopper. Et du coup, ça ne nous choque pas. Alors, quand je dis qu'il n'y arrive pas, c'est qu'il n'y arrive pas souvent. Et on va revenir sur cette question. L'orme, 30 mètres, entre un siècle et 5 siècles. Bon, je vous l'accorde, c'est pas très précis comme durée, mais voilà, c'est en tout cas supérieur au siècle. Le platane, 40 mètres, voire 45. C'est clairement l'arbre dominant dans nos villes, hein, qui va être vraiment un arbre de première grandeur. Et quand je dis 40 mètres, là, je vous parle des hauteurs. Il faut imaginer, et là aussi on y reviendra, que l'envergure va être à la même échelle. Et en termes de durée de vie, c'est plutôt 2 siècles et demi. Le marronnier, 30 mètres, 3 siècles. Le micocoulier, qui est un plus petit arbre, 20 mètres, 3 siècles aussi. Euh, L'orme, ici, je vous ai mis une carte postale un orme remarquable qui était sur la promenade du Pérou à Montpellier. Donc, vous voyez, vous l'imaginez au début du siècle dernier, pardon, puisqu'il y a une carte postale. Il a bien évidemment disparu, comme ont disparu tous les ormes qui avaient été plantés à partir du XVIIe siècle. Vous avez peut-être en mémoire les fameux ormes de Sully, hein, qui, ministre d'Henri IV, face à une pénurie de bois partout en France, va proposer de planter des ormes sur toutes les places de toutes les communes de France. Et beaucoup de ces arbres, presque tous sont morts, pratiquement tous sont morts aujourd'hui, notamment du fait de la graphiose, hein, comme c'était des arbres qui ont été plantés de manière à peu près monospécifique partout en France, eh bien, la graphiose les a emportés. Aujourd'hui, on n'a plus du tout d'ormes dans nos villes, mais bien avant le plateau de Meunier, l'arbre des villes. Ne reste plus que des souvenirs de ces arbres-là, avec à peu près dans toutes les communes des places de l'Ormeau, en fait. Le marronnier, je passe vite aussi, hein, mais le marronnier qui est un arbre qui a été extrêmement planté, c'est toujours la deuxième espèce d'arbre à Paris, hein, encore aujourd'hui. Eh bien, vous le voyez, c'est un arbre qui, de tout ce que j'ai lu, de toute façon, pratiquement depuis l'origine de son arrivée en France et des plantations, il a une vulnérabilité à la sécheresse. Et bien souvent, cette photo-là, elle n'est pas prise vraiment à l'automne, mais dès l'été, il commence à avoir ses feuilles nécrosées, notamment par la mineuse du marronnier qui fait que on voit bien
quand même qu'il est dans un état de souffrance. Alors, je ne dis pas qu'il souffre, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il est dans un état de souffrance. Et par exemple, au Jardin du Luxembourg, qui était réputé pour ses marronniers, eh bien, pratiquement tous ont été coupés et remplacés essentiellement par des mycocouliers. Alors, le platane qui est euh, l'arbre de nos alignements, hein, surtout dans le Midi, avec en tête peut-être cette image emblématique du canal du Midi. Alors ça, vous voyez, c'était en 2010, hein, donc cela fait déjà 15 ans. Et vous imaginez bien que tous ces platanes ont eux aussi disparu. Et donc, vous voyez cette similitude entre l'orme qui avait été employé pratiquement en essai spécifique qui a disparu avec la graphiose. Et aujourd'hui, le platane, eh bien, à qui il arrive la même histoire parce que planté pratiquement partout, comme l'orme à l'époque, des modes de multiplication qui font que cet arbre est essentiellement un clone, parce que c'est un arbre hybride, hein, le platane qu'on a aujourd'hui dans nos villes, et cet hybride ne se reproduit pas très bien de manière asexuée, et donc on le reproduit végétativement, ce qui fait qu'il y a une diversité génétique des arbres, au-delà d'avoir une faible diversité des essences, on a une faible diversité génétique qui fait que quand une maladie touche ces essences, eh bien, il y a très peu de diversité qui permet de trouver des résistances. Voilà, ici, on est au parc de Marly, hein, avec ces somptueuses allées de platanes qui, du fait que ce sont des arbres de première grandeur et que c'est en plus un arbre très plastique, hein, qui résiste bien, en tout cas qui répond bien à la taille, qui répond à la pollution, eh bien, on l'a employé. Mais vous voyez bien, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, 40 mètres de haut et autant d'envergure, vous voyez qu'ici, ils sont plantés avec une densité qui fait que pour les tenir comme ça, et on va le revoir, on est obligé de tout le temps les tailler. Alors le platane, c'est aussi euh, et peut-être avant tout un arbre d'ombrage du fait de son envergure. Déjà, Pline, au 1er siècle de notre ère, nous dit que c'est le premier arbre qui arrive à Rome avec un statut d'arbre d'ombrage et d'aucun autre usage. Et donc, voilà, c'est aussi l'arbre que l'on va avoir devant les folies montpelliéraines, les bastides, toutes les bastides provençales pour apporter l'eau. Aujourd'hui, ben, c'est le Montpellier qui est là, avec cet avantage qui n'est vulnérable, n'est pas vraiment vulnérable, on va dire, j'essaie de peser mes mots, à des pathogènes. Et donc, ça en fait un candidat extrêmement prisé dans les villes pour remplacer, sans même parler de changement climatique, hein, pour remplacer le platane qui est devenu bien trop vulnérable. Donc voilà, c'était Nîmes auparavant, mais vous n'avez pas qu'à Nîmes de très beaux mycocouliers. Ici, on est à Arles avec ce microcoulier dans le jardin lapidaire. Alors, à force de travailler sur les arbres, quand même, ce que je remarque, alors c'est une question un peu provocatrice, hein, mais qui est faite vraiment
pour ouvrir des discussions. Je remarque quand même que, eh bien, ce temps long de l'arbre dont je vous parle depuis tout à l'heure, je me demande réellement, et je suis contente d'être devant un public d'architectes, parce que je me demande s'il est vraiment compatible avec une ville qui ne cesse de se reconstruire sur elle-même, de s'étendre et de se densifier. Clairement, j'ai fini par me demander si l'arbre est compatible avec tout ça, car vous le savez, si vous mettez en balance la durée de vie des arbres dont je vous ai parlé, et non pas la durée de vie de la ville, parce que bien évidemment, les villes ont des existences qui sont largement supérieures à tout ça, mais si vous regardez quartier par quartier, eh bien, honnêtement, tous les quartiers, en fait, ne cessent d'être reconstruits sur eux-mêmes avec des durées de vie qui sont bien souvent inférieures au siècle. Il n'y a que des centres qui sont patrimoniaux qui vont avoir cette durée de vie. En tout cas, voilà, c'est une question que je voudrais mettre sur la table sur deux points. D'une part, la reconstruction de la ville sur elle-même, et l'autre point, c'est bien sûr l'évolution urbaine qui va nous amener à faire rentrer dans la ville des arbres qui avaient un tout autre statut. Ici, j'ai fait un petit montage de l'évolution de la ville de Nîmes. Donc, vous voyez, le triangle marque toujours ce qu'on appelle à Nîmes l'écusson, hein, le même espace. Et donc, vous voyez que la ville romaine était assez étendue hein, à l'époque, plus que la ville médiévale et plus que la ville du XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, elle s'étend. Et puis, petit à petit, vous voyez que puisque j'ai essayé de garder l'échelle de la ville, vous voyez que le triangle, eh bien, il a une place de plus en plus réduite face à l'urbanisation de la ville. Qu'est-ce que ça veut dire pour les arbres? J'ai essayé pour vraiment vous le mettre sous les yeux ce que ça veut dire. J'ai essayé de prendre des exemples très précis. On est toujours à Nîmes, on est sur le boulevard. Ici, vous avez le boulevard périphérique sud et je commence qu'en 1994. Donc, vous imaginez si je reviens dans les années 30, on est vraiment ici dans la plaine de la Vistrinque, hein. Et donc, en 1994, vous pouvez voir cette zone qui est encore assez rurale. On a déjà ici, c'est le parc Georges Best, hein, c'est plutôt des activités, des centres d'activités. Ici, une pépinière et puis c'est cet espace qui reste agricole avec ici un arbre que vous voyez déjà important qui est un platane qui a été planté par, le propriétaire au pied d'une noria pour abriter le mulet qui faisait tourner la noria. Alors, je ne vous ai pas mis toutes les étapes de cet arbre, mais je suis directement passée en 2021, puisque cet arbre est suffisamment gros pour qu'on puisse le repérer. Et vous voyez que tout d'un coup, il devient complètement isolé au milieu d'un parking. Cela en à peine 30 ans. Voilà cet arbre qui, il y a 30 ans, était dans les champs et qui aujourd'hui, alors il est sur son petit monticule de terre, j'en conviens, mais vous pouvez vous imaginer que pour un arbre qui a déjà plusieurs siècles, avoir changé en 30 ans radicalement de conditions de vie, essentiellement au niveau de la perméabilité des sols, donc, et de l'activité des systèmes racinaires, puisque du coup, l'accès à l'air et à un sol vivant, eh bien, vous voyez,
de ce fait complètement interdit. Et donc vous imaginez, et d'ailleurs vous voyez hein, que cet arbre, tout d'un coup, il va rentrer dans une sénescence qui est simplement due à un changement de son statut. Il est passé très rapidement d'arbre des champs à arbre des villes sans qu'on lui demande son avis et sans que réellement on fasse vraiment cas de son confort de vie. Alors, d'autres exemples peut-être un peu moins marquants, mais voilà, toutes les extensions de villes. Ici, on est à Saint-Chamas. Vous voyez, le port de Saint-Chamas est ici. Euh, sur le long de la côte, on est avec des parcelles agricoles hein, qui vont rester agricoles jusque dans les années. Ici, on est en 1969 et vous voyez que on est dans des parcelles encore complètement agricoles. 2017. Bien sûr, tout est loti. Et donc là, on n'est que dans des lotissements. Et donc, vous pouvez imaginer que dans ces lotissements, les arbres, beaucoup d'arbres que l'on va retrouver dans ces jardins, sont des arbres dans les jardins ou en lisière, hein, puisque dans ce quartier, eh bien, on va retrouver beaucoup d'oliviers, beaucoup d'amandiers, beaucoup d'autres arbres fruitiers, de figuiers, qui étaient des arbres en fait typiques cette zone plutôt agricole, qui sont eux aussi rentrés dans l'espace urbain. Un autre exemple, je vais passer vite, mais qui me marque, c'est ce chêne vert qui est aujourd'hui devant un collège à Ivry-sur-Seine, un peu comme le platane tout à l'heure, lui aussi planté sur une butte. Cet arbre, il avait été planté dans le château d'Ivry. Autour, il y a à peu près, voilà, entre 175 et 215 ans. Et donc là aussi, c'était un arbre de parc qui se retrouve dans des conditions urbaines sans qu'on lui ait demandé son avis et sans qu'on ait fait grand cas de son histoire et de son confort. Et donc, le première remarque que je voudrais faire, en tout cas, peut-être la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il est important de donner du temps, de la place et de l'attention à ces arbres dans la ville, notamment les plus grands, les plus importants, qui sont peut-être aussi les plus vulnérables, en essayant d'imaginer leur histoire. Alors, dans la deuxième partie de mon propos, je voudrais un peu renverser ce que je vous ai dit, en tout cas aller plus loin que ce que je vous ai dit jusqu'à présent, et se demander, mais pourquoi et comment pourquoi cohabiter avec les arbres dans la ville, c'est important, et comment peut-on faire? Alors pourquoi? Je vous l'ai remis, mais on ne va pas s'apesantir, vous le savez. Hein, si vous regardez ici, c'est l'avenue Feuchère, un 15 juillet à 14 heures. Il fait la température de l'air est à plus de 30 degrés. Eh bien, vous voyez clairement que les gens qui circulent. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de monde sur cette avenue qui mène à la gare. Mais en tout cas, il est clair que les gens qui circulent sur l'avenue circulent tous à l'ombre et il n'y a pas besoin de faire de grands discours pour se dire que bah, cette ombre, elle est de plus en plus précieuse pour permettre de garder l'espace public vivable, circulable, en paix. Là, c'est au mois de septembre, donc vous voyez, on a carrément la même composition, c'est la même vue, mais pris de l'autre côté. Et donc, vous connaissez tous ces thermographies, hein. C'est ici un modèle 3D d'un arbre qui vous montre l'impact qu'a l'ombre de l'arbre sur la température au sol. Alors, sur la température au sol, mais signalons aussi
Si on prend des mesures de température de surface des feuilles, vous voyez que ici, le 15 juin à 11h30, alors que la température de l'air était autour de 30 degrés, eh bien, la surface inférieure des feuilles de platane, elle est à 24 degrés parce que l'arbre va réguler sa température juste parce que s'il ne la régulait pas, eh bien, il ne pourrait pas survivre dans ces chaleurs. Et donc, en fait, grâce à sa transpiration, comme nous transpirons pour réguler notre température, eh bien, l'arbre va faire de même. Mais ça veut dire que pour transpirer, il y a besoin qu'il ait accès à l'eau. Et donc, ces arbres, à nouveau la Bastille de Montgolfier, vous voyez bien que cette ombre rend leur présence tout à fait précieuse pour vivre dehors en plein été. Ces magnifiques platanes que je vous ai montrés tout à l'heure vus de haut et là vus de face, malheureusement, eux aussi, ils ne sont plus qu'un souvenir. Et tout d'un coup, vous apparaît la Bastide, on pourrait dire à nu, vraiment, sans ces platanes. Et on sent bien que sans les arbres, eh bien, la vie alors à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, va vite devenir invivable en plein été. Voilà ce ce que le fait d'être sous un mycocoulier peut apporter comme bienfait. Pour vous préciser encore plus la chose, je voulais vous faire une comparaison entre deux relevés de température qui ont été faits à Arles le 15 juin 2023 à 11 heures tous les deux. C'est un restaurant au pied des arènes à Arles et vous voyez que le relevé de température sous la tonnelle et la surface inférieure des feuilles, hein, c'est pas la température de l'air, mais la surface inférieure des feuilles est à 27 degrés. Juste à côté, il y avait un autre restaurant qui avait, lui, des parasols tout aussi verts. Mais là, lorsqu'on reprend, on est exactement à la même heure, ils sont vraiment côte à côte. Lorsqu'on prend la température de la surface inférieure du parasol, on est à 59 degrés et la surface extérieure 56 degrés. Et donc là, vous voyez bien que c'est pas la seule ombre projetée qui rentre en jeu dans le mécanisme de rafraîchissement. C'est aussi le fait que l'arbre est un être vivant qui régule lui-même sa température. Et donc, on n'a pas du tout la même accumulation de chaleur entre une surface inerte, hein, comme ce parasol, ou une surface vivante. Donc voilà, donc ça donne en plus des ambiances qui sont assez belles, hein. Ici, on est aux Aliscamps à Arles. Et donc, qui est un refuge de fraîcheur l'été, les Aliscamps. Non seulement c'est un site historique hein, qui est très visité, mais surtout ce que les gens apprécient, c'est la fraîcheur qui est apportée par les arbres. À Arles. Alors, on le voit bien que accueillir les arbres dans la ville, je suis sûre que je n'avais pas à vous convaincre, mais je trouvais que ce petit point était important. C'est devenu vital. Mais si on se réfère à l'histoire dont je vous parlais précédemment, eh bien, on voit bien aussi que ça va pas de soi que la ville n'est pas l'habitat des arbres de manière naturelle et que ça nécessite vraiment un changement de regard. Et c'est la première, vraiment j'insiste là-dessus, avant de trouver les bonnes essences pour demain, si on ne fait pas ce changement de regard, clairement on n'améliorera pas le sort des arbres et donc on ira toujours dans le mur. Donc les services rendus par les arbres en ville,
je passe rapidement parce que vous les connaissez. Euh, Vous le savez, aujourd'hui, au-delà des questions de température, de biodiversité, aujourd'hui, on sait aussi que de vivre à proximité d'un espace dit vert réduit la prévalence de nombreuses maladies. Ça réduit les douleurs de dos, ça réduit les troubles de l'anxiété, la dépression, l'asthme, les AVC, les migraines. Ici, vous avez les résultats d'une très sérieuse étude qui a été faite aux Pays-Bas sur 1000 Néerlandais qui vivent dans un environnement donc il y en avait une partie qui vivait dans un environnement avec 10% de végétation et d'autres 90% dans un rayon de 1 à 3 km. Et donc, c'est ce qui a permis de faire ces comparatifs et d'établir ces pourcentages. Mais moi, ce que j'aime bien montrer, alors bien sûr, les chiffres sont faux là, mais c'est de dire, c'est vrai pour nous, mais vous l'avez compris, vivre en ville, ça ne réduit pas la prévalence des maladies pour les arbres. Au contraire, ça réduit considérablement leur espérance de vie. Alors, à nouveau, hein, c'est les mêmes chiffres, j'ai juste gardé les chiffres, donc ne vous appuyez pas du tout sur ces chiffres. Mais par contre, j'ai essayé de lister un peu tout ce qui va contrevenir à la bonne qualité de vie des arbres en ville. En premier, on va certainement mettre les élagages du fait de ces arbres qui sont jamais à la bonne échelle dans la ville. On va tout le temps être obligé de les élaguer. Les pollutions, vous l'imaginez bien, le compactage des sols, pareil, la proximité des réseaux souterrains, la proximité du bâti, et puis les agressions sur les troncs. Voilà. Si on repense à l'arbre en tant qu'être vivant, on voit bien que ces configurations de platanes noyés dans le bitume ne leur permettent pas vraiment de déployer leurs conditions vitales de la bonne manière. Et que leur avenir est nettement compromis. Voilà, alors j'ai pris quelques photos un peu choc, mais pas tant que ça, parce que si vous regardez votre environnement, vous allez voir que tous les arbres sont toujours dans ces conditions. Sans parler ici, alors là c'est un petit clin d'œil, mais tellement je suis ébahie que l'année dernière, les commerçants de la ville de Marseille, sur la Joliette, on fleurit des pins pour faire joli. Donc non seulement il reste encore des guirlandes, alors je ne sais pas si c'est pour Noël ou pour s'y les allumer, mais donc vous voyez ici que la fonction de l'arbre, la fonction que l'on demande à l'arbre d'être à la fois plaisant et de nous rendre tous ces services, on l'applique sans même considérer que l'arbre est un être vivant. Donc voilà, toutes ces photos sont prises très récemment, hein. On ne peut pas se dire que c'est de l'histoire ancienne, mais tailler des platanes comme ça, ça nous arrive encore bien souvent. Voilà, ça c'est à la friche à la Belle de Mai, une photo de l'année dernière. Donc, et ça, c'est un arbre c'est un platane qui est considéré comme un platane historique, euh, qui a été planté, je pense, voilà, début du 20e ou fin du 19e, et qui, vous le voyez, passe son temps à être entièrement taillé parce qu'il est dans un espace qui fait à peu près, j'ai calculé, 170 mètres carrés. Et j'aime bien le confronter à ce platane-là qui est au milieu d'une prairie à côté d'Anduze, donc pas loin de Nîmes, et qui, lui, fait presque 2000 mètres carrés d'envergure. Et en fait, au sol, hein, il fait 51 mètres carrés d'envergure, 60 mètres de haut et 2000 mètres carrés. Et donc, vous comprenez bien que cet arbre-là, pour vivre dans cet espace-là, eh bien, il va lui falloir tout le temps, tout le temps, tout le temps, il va falloir
qu'on le taille tout le temps parce qu'il ne peut pas, il ne pourra jamais atteindre son plein développement. Alors, ça m'amène à ma troisième et dernière partie, à savoir quel paysage urbain est-on en train de fabriquer pour le siècle à venir. Alors, ça ne vous a pas échappé que aux dernières élections, donc en 2020, aux dernières élections municipales, pardon, la promesse de planter des arbres est apparue vraiment au centre de toutes les promesses des candidats. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un seul candidat au municipal en France qui n'ait pas proposé, qui n'est pas dans ses promesses de campagne, de planter des nombres d'arbres quelquefois un peu délirant. Donc je vais pas, à Montpellier, c'est 50 000. Vous voyez ici 20 000 à Lille. Ça a été, je ne sais plus, 100 000 à Paris. Bref, toutes ces promesses, euh, une fois que les candidats ont été élus, eh bien, il a fallu se poser la question, planter beaucoup d'accords, mais où et comment? Parce que dans la ville, prenons le cas de Montpellier, 50 000 arbres à l'échelle d'un mandat de 6 ans, ben, c'est pas une mince affaire et ça pose tout un tas de questions. Alors, j'ai eu la chance de travailler sur cette question pour la ville de Montpellier avec le collectif de paysagistes colocaux. Et donc, c'est un peu mes réflexions suite à ce travail-là que je voudrais développer devant vous avant d'ouvrir la, la discussion. Déjà, il faut se dire que selon une étude qui a été publiée en 2023, au-delà de ces promesses et de nombre d'arbres, réellement pour qu'une ville voit sa température globale diminuer de 0,4 degrés, il lui faudrait 30% de surface arborée. Alors là, je vous ai mis un photomontage que l'urbaniste Clément Gaillard, que vous connaissez peut-être, parce qu'il travaillait beaucoup sur ces questions-là, avait fait à l'occasion d'une résidence que l'on a effectuée à Arles, qui s'appelait Fraîcheur de ville. Et donc, vous voyez que planter 30% de la ville, avoir une surface arborée de 30% sur une ville, eh ben, c'est pas rien. Alors, bien sûr, c'est une boutade là, mais juste pour vous dire, faites l'exercice et vous allez voir déjà qu'est-ce que ça veut dire. Et, et ce nombre d'arbres, bien souvent, qu'est-ce que ça induit? Eh bien, ça induit que le moindre surface libre, on va faire un quota au mètre carré et on va planter des arbres sans réellement de projet paysager. On va juste aligner des arbres au milieu en remplissant un espace, bien souvent, et sans se poser vraiment la question de quel paysage on fabrique pour demain. Parce que ces arbres, déjà, on les plante trop grands, et donc il y a une mortalité qui est extrêmement importante, mais en même temps, ils n'ont pas du tout l'envergure qu'ils auront quand ils seront adultes. Et donc, bien souvent, personne ne projette le paysage à venir de ces plantations-là. Alors, euh, je, le deuxième élément que je voulais aborder, c'est la nécessaire évolution des plantations qui est, que vous voyez ici, un peu timide,
mais que on avait proposé avec les colocos pour les architectes PCA Stream sur un projet sur les Champs-Élysées, de se dire aujourd'hui, il est indispensable que les arbres fassent société. Et donc qu'on arrête de les planter de manière isolée, tout seul dans un bitume, et qu'ils puissent mettre en place un arbre, honnêtement, dans ce qu'on pourrait appeler la nature, ça ne vit jamais seul. Et donc, ça vit toujours en interaction, notamment au niveau des sols, vous le savez, avec tous les formations végétales qui sont autour, avec des systèmes, alors on ne va pas dire d'entraide pour pas utiliser de mots qui seraient anthropocentrés ou anthropomorphiques, mais en tout cas avec des échanges qui sont extrêmement importants, notamment des échanges avec les mycorhizes du sol ou avec d'autres plantes qui permettent voilà, de conforter leur système de vie. Alors, dans certaines villes, ça arrive et dans beaucoup de nouveaux projets, aujourd'hui, on ne plante plus de manière isolée les arbres. Euh, on, on crée un sous-étage dans lequel on va avoir et des espaces, des continuums de sol qui vont être plus importants, dans lequel ben, les arbres vont pouvoir s'exprimer de meilleure manière. Euh, à nouveau, cette question euh, pose la question du paysage qu'on fabrique. Parce que pour avoir travaillé par exemple sur le canal du Midi au remplacement des platanes, donc il y a plus de 15 ans, mais je me souviens que une des consignes du ministère de la Culture à cette époque, c'était de maintenir à la fois cet alignement, alors plus de platanes, mais un alignement qui soit patrimonial au sens d'avoir des arbres qui soient de première grandeur tous les 8 mètres et qui soient transparents. Et je me souviens qu'à l'époque, on a eu de grandes discussions avec le ministère parce que ce qu'on proposait pour permettre d'attendre que les arbres grandissent et éviter le traumatisme des francs-bords désertifiés, eh bien, on proposait de garder tout ce qui était les, alors, non pas les sous-bois, parce que les alignements étaient transparents, mais ce qui était les haies, les lisières de part et d'autre. Et le ministère, à l'époque, en tout cas ses représentants, étaient tout à fait contre ça, parce que pour eux, le fait que l'alignement de platane était patrimonial, c'était aussi le fait qu'il soit transparent. Et donc ça, j'insiste aussi là-dessus parce que on voit bien que ça va créer un autre paysage dans la ville en accompagnant les arbres avec des sous-étages. Et le dernier élément qui aussi va beaucoup évoluer, ben, c'est justement cette diversité. Vous l'avez senti, il faut obligatoirement aujourd'hui qu'on abandonne l'essence monospécifique dominante dans toute la ville. Par exemple, ici, c'était l'inventaire des arbres en 2002 à Nîmes, et vous voyez que 50% pratiquement sont des mycocouliers, 33% des platanes, ce qui veut dire que 70% des arbres d'alignement de la ville de Nîmes en 2002, c'était deux essences, 20% les autres arbres. Et vous voyez que ça rend réellement le patrimoine arboré de la ville bien trop vulnérable. Alors déjà en 2009, les choses avaient changé, hein. Aujourd'hui, toutes les villes plantent de manière diversifiée. Les platanes n'étaient plus platanes et micocouliers, on n'était plus qu'à à 60% et 40%
les autres essences. Et donc cette diversification des essences, elle est extrêmement importante. Mais du coup, elle va obliger à nouveau, euh, sauf dans les centres vraiment, dans les cœurs de ville, dans les centres patrimoniaux, à laisser à oublier ou à réinventer, plutôt qu'oublier, l'alignement patrimonial monospécifique, transparent, pour avoir non pas des espaces forestiers, parce que c'est pas là mon propos, mais je pense qu'aujourd'hui, les paysagistes doivent clairement réinventer l'alignement en ville avec des conditions de vie pour les arbres qui vont leur permettre de passer la crise climatique. Alors, j'ai mis quelques références qui sont totalement virtuelles, hein, mais juste pour ouvrir la discussion à nouveau là-dessus. Et alors, je continue sur le microcoulier parce qu'une des questions qu'on me pose très fréquemment, c'est la suivante, c'est de dire, mais alors, est-ce que le microcoulier et l'essence d'avenir dans les villes, vu qu'on n'a plus le platane et que l'orme, on n'en parle même plus, que le marronnier, il va pas très bien, que le tilleul non plus. Et, et vous l'avez peut-être compris, moi je dis, pour ce platane, espérons que non. Il est urgent de trouver une diversification avec d'autres arbres pour la ville. Et mon dernier élément qui va être un peu à la fois l'ouverture de mon propos et ma conclusion, c'est de dire, mais au final, est-ce que vraiment il faut toujours planter? Est-ce que on n'a pas d'autres solutions pour accueillir l'arbre en ville que de toujours planter, parce qu'on le voit bien, les plantations sont faites, la survie des arbres plantés aujourd'hui, elle est extrêmement faible et que par ailleurs, c'est compliqué de trouver de la place pour planter et de faire des choix paysagers. Alors, je, je reviens sur un élément de Paul Jouvet que je vous ai déjà cité tout à l'heure, qui dit que la ville, en fait, l'action de l'homme plutôt, bloque l'évolution du peuplement végétal au stade pionnier en interrompant sans cesse l'évolution habituelle vers l'installation des formations prairiales puis ligneuses des végétaux. Vous le savez, parce que vous l'avez constaté, même si pour certains, peut-être l'écologie, la question des séries évolutives en écologie vous est peut-être pas familière, mais dans la nature, une prairie ne reste jamais prairie, ou quand une friche ne reste jamais friche. On va toujours aller vers des stades plus hauts de végétation en allant avec de l'installation de formations de plus en plus ligneuses, hein. Et si vous avez un espace que vous abandonnez ou un espace agricole que vous laissez ou un feu même qui passe, eh bien, au bout de 75 ans ou peut-être en Méditerranée, vous allez retrouver un espace forestier. Dans la ville, c'est absolument pas possible parce que l'action de l'homme va maintenir toute tentative de végétation spontanée à un stade qui va être au mieux prairial. Mais en tout cas, tout arbre est toujours éliminé. Euh, et pourtant, si on sort du centre-ville et si on imagine ce qu'on a fait avec les colocos, parce que dans l'étude sur la plantation de 50 000 arbres, on avait 3 quartiers périphériques à étudier et dans lesquels il fallait proposer des plantations d'arbres.
Et moi, ce qui m'est venu, mais vraiment comme une évidence, c'est de dire, mais regardez, en fait, ici on est sur le quartier, l'agriparc des Bouisses. Regardez, en fait, les lisières urbaines de tous ces espaces qui vont être aménagés à terme, hein, puisqu'on est dans un agriparc, eh bien, est-ce que ce ne sont pas dans ces lisières que l'on peut recruter les arbres de demain, plutôt que de venir tout le temps planter avec le peu de succès que l'on a, et puis les coûts importants que l'on a, les difficultés à trouver aujourd'hui des arbres parce que tout le monde plante en quantité et que les pépiniéristes n'étaient pas prêts à fournir de telles quantités d'arbres, eh bien, dans ces lisières, si vous vous en rapprochez, eh bien, vous allez voir que vous avez quantité d'arbres qui sont venus spontanément et que peut-être ce sont ces arbres-là qu'il faut recruter pour, alors quand je dis recruter, c'est-à-dire qu'il faut accompagner pour être les arbres de demain. Et là, ça ne nous coûte rien. L'enracinement étant tout seul, se faisant tout seul, eh bien, l'arbre va être bien plus résilient à toutes les conditions climatiques qui vont évoluer, certainement de pire en pire. Et donc, voilà, je vous déroule un peu le propos que je voulais vous tenir. Et donc, on a essayé de faire des propositions pour dire, ben, recrutons toutes les structures végétales des lisières urbaines, faisons-en des espaces qui sont des espaces précieux et essayons de bâtir l'avenir avec ces lisières et sans réellement euh, tout détruire pour venir planter nous. Voilà, je pensais avoir encore une diapositive, mais je vois que je suis au bout de mon diaporama. Et donc, c'est sur cette proposition que je vous propose d'ouvrir une discussion sur ben, la place de l'arbre dans la ville. Merci. Un grand merci, Véronique Mur. C'était fabuleux. J'ai écouté avec attention et passion. Véronique, même si moi j'aurais une question à vous poser, bien sûr, il y en a une première là qui est posée par Didier Landemaine. Si vous appuyez sur l'onglet Q et R en bas, vous pouvez la voir, mais je vais vous la lire, un avis. Oui, J'avoue que c'est une question qui, j'avoue, m'est tout le temps posée quand que j'interviens à Montpellier ou que je suis face à des gens qui connaissent cette problématique-là. Euh, Bien évidemment. Alors, je l'ai même, pour tout vous dire, parce que je pense à ça en même temps, je me refais le déroulé. Je l'ai, ça m'est arrivé, ce qu'on me la pose devant le maire de Montpellier. Et donc, j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui. Bien évidemment, alors à la fois les paysagistes ont fait des fosses très profondes. Mais ben, vous imaginez bien quelle est ma réponse face à ça, si vous m'avez bien écouté. Je pense que ces arbres, on va les garder sous perfusion tout le temps pour qu'ils vivent, hein, bien sûr. Puis ils ont été plantés avec une taille que je ne préconise pas du tout. Euh, et donc, voilà, mon avis. Je vais les voir chaque fois que je vais à Montpellier pour voir comment ils vont. Je ne peux pas dire que je suis sûre qu'ils vont mourir, c'est pas la chose, mais bien évidemment, c'est un geste symbolique, on va dire. Voilà.
Et donc, il faut le prendre comme tel. Après, on peut discuter de savoir le coût de ces gestes symboliques aussi. Est-ce que le symbole voilà, vaut ce prix-là? Je- Merci Véronique, merci beaucoup. Mm. Ah bah Florence, Véronique vous indique qu'elle n'a pas vu le temps passer, moi non plus, j'avoue. Isabelle de même. Anne, passionnant, bien sûr, vous l'indiquez. Ah, une autre question par contre de la part de Clarisse. Alors, Clarisse, en fait, ce que je propose, c'est pas de prélever les arbres de lisière, c'est d'être vigilant à intégrer ces lisières dans l'évolution de la ville. Et même plus que ça, c'est-à-dire de se dire que ce sont ces arbres-là qui vont être les arbres de demain dans ces quartiers. Alors, j'en suis pas, mais pas loin. Moi, honnêtement, je me dis, on aura gagné la question de l'acceptation de la nature en ville quand on sera prêt à accepter des arbres qui poussent spontanément dans la ville, où qu'ils soient, sur n'importe quel trottoir. Bien évidemment, on est très loin de ça. Mais pour moi, c'est encore un bémol. Et donc là, dans ces quartiers qui sont pas encore aménagés, je dis juste maintenant ce qui pousse, parce qu'en général, on tient les parcelles sans rien puisqu'elles vont être aménagées, mais je dis soyons attentifs à ces lisières parce que les lisières peuvent faire aussi un noyau de dispersion, c'est-à-dire que ces deux-là que vont arriver les arbres futurs, peut-être plus que, voilà, je dis tablons sur les arbres spontanés, plus que, et c'est aussi quelque chose que je ne dis pas, plus que sur les arbres indigènes. Dans ce qui est spontané, il n'y a pas forcément que des arbres indigènes au sens de l'indigénat d'une biorégion, parce que pour moi, la ville, elle ne rentre pas dans ces habitats caractéristiques des biorégions. Alors, qu'en est-il du pollen en ville? Alors, ben, déjà, dans ce que je vous propose, c'est si vous réduisez si vous augmentez la diversité, vous réduisez le taux d'un même pollen dans la ville par combinaison mathématique, hein. Aujourd'hui, par exemple, le cyprès est devenu une essence très allergène, mais parce qu'on a planté le cyprès en haie de manière monospécifique, euh, et donc une grande quantité de pollen est émise du fait de cette grande quantité d'arbres qui ont été plantés. Après, je voudrais aussi dédouaner un peu les arbres en disant, aujourd'hui on est allergique au pollen, mais aussi parce que nous sommes très vulnérables du fait d'une combinaison qui est toxique de la pollution en ville. C'est pas que le pollen. Honnêtement, alors je sais qu'il y a des gens allergiques, mais c'est pas que cette question-là, c'est vraiment, en tout cas, il ne faut pas incriminer que les arbres et la solution ne peut pas venir que des arbres. Mais déjà en réduisant les pourcentages d'une même essence dans les villes, ben ça participe à réduire le pollen de cette essence-là. Alors finalement, ben, bien sûr, il faut faire confiance à la nature. J'aime bien dire, hein, les- le, le règne végétal, il s'est terrestrialisé il y a 450 millions d'années. Et j'aime bien comparer ça à l'apparition, c'est pas le mot apparition, mais d'Homo sapiens. Homo sapiens, on le date, je ne sais pas si je vous laisse faire le calcul, mais on le date de 300 000 ans.
ce qui veut dire il y a un facteur de 1500 fois plus de temps du règne végétal sur la planète que nous. Et je crois qu'on peut leur faire confiance. Alors oui, bien sûr, hein, c'est... Alors, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est sûr que je vois là, je vois la remarque de Fleur. Bien évidemment, dans une projection à venir, il y a bien évidemment la réduction de choisir des arbres qui vont avoir une envergure qui soit propice pour l'espace qu'on leur laisse. Parce que si vous prenez comme le platane un arbre qui va faire 50 mètres d'envergure pour être dans un espace où il a quelques mètres pour se déployer, ben vous êtes obligé de le tailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors le platane, il est sympa hein, parce qu'il se laisse tailler, mais sachez que c'est par la taille que rentrent 80% des maladies des arbres. Et que si aujourd'hui le platane disparaît, c'est à cause de la taille, hein. Le chancre coloré, il se transmet par les outils des élagueurs quand ils ne suivent pas les consignes, la prophylaxie nécessaire à ce qu'il n'y ait pas de transmission. Et la question de Paul, que faire lorsqu'un arbre doit être malheureusement supprimé lors d'une construction? Le remplacer par combien et quelles essences en région Nouvelle-Aquitaine? Alors pourquoi un arbre devrait être supprimé déjà Alors, par... je vous laisse alors, répondre. la notion de remplacement, et je vois que quelqu'un parle de Francis Allais par la suite, et donc ça me permet de rebondir sur lui. La notion de remplacement, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens parce que, alors ça n'empêche pas de planter des arbres, hein, mais il faut rayer le mot remplacer de notre vocabulaire. Parce que quand on coupe un arbre, on va couper un arbre d'un certain âge avec certaines fonctions, notamment l'ombrage qui se déploie, la biodiversité qui est liée à l'arbre, le puits du carbone hein, des arbres qui sont déjà grands. Plus ils ont de feuillage, plus ils sont dynamiques. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais en tout cas, un jeune arbre remplace pas un vieil arbre qu'on a coupé. Et il n'y a pas de solution mathématique à ça. Ça ne vous empêche pas de planter des arbres, bien évidemment, pour que dans un avenir plus ou moins lointain, ils retrouvent les fonctions que l'on a citées. Parce que ces jeunes arbres que l'on plante là, eh bien, ils n'apportent pas les services écosystémiques que je vous ai cités aux villes encore, mais ils le feront pour demain, hein. Et donc la notion de remplacement, elle est pas juste. Voilà, je sais bien que c'est les politiques ou que dans les cahiers des charges, souvent on donne ça, hein, dans les mesures compensatoires. Mais honnêtement, moi je suis Francis Allais se, se- voilà, se révolte face à ça. Et je suis prête à lui emboîter le pas, en fait. Voilà, et je vois que sur la question de l'intelligence des arbres, pour moi, euh, honnêtement, l'intelligence des arbres, et j'ai eu la chance, en fait, j'ai la chance d'être très amie avec Francis Allais parce que j'ai eu la chance que ce soit c'est grâce à lui que je suis devenue botaniste, puisque je suis une botaniste issue de la fac de Montpellier. Et donc, réellement, je le connais depuis, je vous dirai pas le nombre d'années, mais ça a été mon enseignant dès la première année que je suis arrivée à la fac. Et, hum, et donc, la question de l'intelligence, elle est extrêmement importante. Pour moi, l'intelligence des plantes, elle ne peut pas être perçue comme on pense l'intelligence
des humains ou même du règne animal, pour une simple et même, pour une simple raison, c'est que le végétal est fixe. Il n'est pas immobile, mais il est fixe. Et du coup, son rapport à l'environnement lui demande de déployer des stratégies qui sont propres à cette fixité. Et pour moi, c'est ça, sa plus grande, ce que j'appelle l'intelligence, c'est que toutes les acquisitions, les grandes acquisitions du règne végétal, que ce soit la photosynthèse, les systèmes racinaires, la fleur, le fruit, sont des acquisitions qui ont été faites en relation, on pourrait dire en symbiose, avec d'autres règnes du vivant, et notamment les champignons ou le règne animal avec les bactéries pour la photosynthèse. Et pour moi, c'est ça l'intelligence du règne végétal, c'est le vivre avec les autres. Et, euh, et je trouve que vraiment on devrait en prendre exemple. Alors, pour les racines du pain, ben, je répondrai, là, je ferai des réponses que fait, euh, peut-être connaissez-vous cette botaniste spécialisée dans les systèmes racinaires qui est Claire Adjé, qui est basée à Latte, à côté de Montpellier, et, euh, et qui dit que, en fait, les arbres, ils font pousser leurs racines là où on leur laisse la place. Et donc, c'est extrêmement important de laisser de la place aux racines. Et pourquoi les pins, ils aiment bien se mettre sous le bitume? Ben parce que sous le bitume, on a un milieu qui va être chaud et humide et qui est un milieu un peu de prédilection pour l'arbre. Et donc, réellement, il n'y a pas vraiment de solution. euh, Parce que c'est vrai pour le pin maritime, mais c'est vrai aussi pour d'autres arbres. Et j'ai vu une jolie réponse à ça euh, en Italie, euh, à, à côté de Venise, où en fait ils avaient neutralisé toute la partie de la chaussée où il y avait les racines qui soulevaient la chaussée pour en faire en fait un peu une circulation que pour les arbres. Et les voitures passaient à côté. Et j'ai trouvé ça assez beau. Je crois que c'est pas la peine de se battre contre parce que les racines, elles vont toujours venir. Ou alors, l'autre solution, c'est d'enlever le bitume et de laisser vraiment cette place pour les arbres. C'est radical, hein, j'en conviens. Mais voilà. Comment dire, aujourd'hui, on voit bien que la France est un des pays, je crois, qui a le plus étalé ses villes, hein, on a mangé, entre guillemets, des surfaces agricoles périurbaines avec des quantités incroyables. Et ça pose la question aussi de, de l'agriculture urbaine. Mais donc, ça justifie cette grande loi sur le ZAN, hein, le zéro artificialisation nette, qui impose de ce fait la densification des villes. Et la densification des villes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que est considéré comme dent creuse, Mm. un terme totalement affreux, tout espace qui n'est pas construit.
Et tout espace qui n'est pas construit, bien souvent, c'est un espace sur lequel se déploie de la végétation et quelquefois des parcs somptueux et qui vont faire l'objet d'aménagements. Et là où moi je m'énerve beaucoup, c'est que bien souvent ces grands parcs sont peuplés d'arbres, bien souvent 19, 20e, dans lesquels on va trouver beaucoup de cèdres, par exemple, hein, des majestueux. Et là, l'aménageur va préserver un cèdre, mais quand même, comme les cèdres, ça a une grande envergure, il va il va juste, il va élaguer, garder une espèce de petit houppier, et bien évidemment, il va appeler sa résidence les Cèdres. Et regarder par curiosité le nombre de résidences, les cèdres ou d'autres arbres qui fleurissent aujourd'hui dans les villes, eh bien ces résidences-là vont être un peu comme les places de l'Orme, sont les souvenirs des ormes de Sully. Eh bien, je pense que toutes ces résidences, les cèdres, vont garder la mémoire de ces parcs, mais vont faire que garder leur mémoire et pas les parcs, honnêtement. Voilà. Après, comment il faut faire, je ne sais pas, parce que on est partagé hein, entre le fait de plus étaler, mais de bâtir tous les espaces privés voilà, c'est compliqué. Un grand merci, Véronique Mur. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. Merci, Véronique. Un grand, grand merci et que vive le paradigme végétal. Merci, ben, merci de votre attention et de votre intérêt. Euh, Mm. Et voilà. merci pour votre partage. À très bientôt, Véronique, et belle soirée à tous et à tous. Au revoir. Au revoir.